Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la salle. La salle est comble, pleine à craquer pour les sujets haute complexité qui nous occupent. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à nouveau pour cette deuxième journée des 12e tribunes de la presse sur le thème « La guerre des identités ». Donc beaucoup de jeunes qui sont aussi devant, pas seulement au fond aujourd'hui. Donc bienvenue à tous vraiment. Les jeunes et les moins jeunes évidemment aussi, absolument. À 11h15, nous continuerons d'explorer toutes les facettes de cette question de l'identité avec beaucoup de sujets aujourd'hui encore, en tout cas pour ce qui se passe ici, puisque vous savez que des choses se passent aussi ailleurs, à l'Institut de journalisme, à la librairie Mola, à la station Ozone, à Cap Science bien sûr. Donc tous les sujets nous nourrissent et nous élargissent notre vision, notre compréhension du monde. Et aujourd'hui ici, donc à 11h15 à la fin de la première table ronde, une deuxième sur le rôle politique du citoyen qui sera mis en question finalement. Est-ce qu'il a encore envie d'en avoir un? Est-ce qu'il sait encore de quoi il s'agit? La Garonne aussi a-t-elle sa propre identité juridique, mais pas que? En passant par une rencontre presque intime, on pourrait dire, avec Pierre Urmic qui nous racontera peut-être les coulisses de son attachement à cette ville de Bordeaux et à la région aussi. On interrogera aussi évidemment la question de l'identité religieuse dans une société laïque, pour terminer par une pépite, un peu comme hier, avec Jean-Pierre Bibring, Seul dans l'univers. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors vous êtes venus nombreux ce matin, tant mieux, pour un sujet évidemment d'actualité qu'on va continuer ensemble de décrypter avec nos invités. Un sujet d'identité et peut-être même de liberté que nous avons intitulé « La guerre d'Ukraine ». L'Europe s'arrête-t-elle là où commence la Russie? Voilà, pour ce sujet, j'appelle à nouveau Didier Pourquerie. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Didier est à la fois président de Cap Science, donc il est bien un pied à Bordeaux absolument. Il a été aussi directeur adjoint du journal Le Monde, en plus de tous les autres journaux auxquels il a contribué en tant que journaliste. Et puis, il a aussi créé ce média en ligne, voilà, particulièrement qualitatif, qui s'appelle The Conversation. Vous irez voir. Petite chose peut-être avant de te laisser œuvrer pour cette table ronde. Sujet haute densité, haute complexité, de haute actualité évidemment. Donc vraiment toutes les questions sont bonnes à poser. Si vous vous posez une question, c'est sûrement que d'autres se la posent aussi. Donc on aimerait que vous puissiez très tôt dans la table ronde poser vos questions en ligne. Vous savez, il suffit juste de vous connecter à votre espace. Pour des questions techniques, on passe par la voie digitale, mais toutes les personnes de la salle sont à même aussi, en plus de nos auditeurs qui nous écoutent de loin et en ligne, à même de poser des questions. On espère les avoir et nous avons là une table ronde d'une heure, une bonne heure et quart ensemble. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, pour explorer, décrypter. Merci Didier, Camille. à vous de Merci jouer. à tous. Alors, on va parler d'une identité particulièrement malmenée actuellement, qui est l'identité ukrainienne, une identité somme toute assez récente. On a la chance d'avoir trois très bons experts sur le sujet que je vais appeler maintenant. Sabine Dulin, si vous voulez. Bernard Guetta et Alain Guillemol. Bienvenue à tous les trois. Alors je rappelle rapidement qui vous êtes. Sabine Dulin, vous êtes historienne, vous êtes professeure des universités à Sciences Po, vous dirigez le département Histoire de Sciences Po, vous êtes spécialiste de la Russie, de l'Ukraine. Et votre dernier ouvrage qui est disponible à la table de Mola à l'extérieur du théâtre est L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire chez Payot et Rivage. Vous êtes qui est sorti l'année dernière. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre particulièrement intéressant pour notre sujet qui s'appelle
La frontière épaisse, qui parlait des questions de frontières au moment de la Russie, de l'URSS, aux éditions de l'EHESS. Bernard Guetta, je vous présente quand même, bien que vous soyez président des tribunes de la presse, vous êtes eurodéputé, journaliste spécialiste de géopolitique. Je rappelle quand même que vous avez été ancien correspondant en Pologne et en Russie du Monde. Et que vous étiez d'ailleurs pour le Parlement européen. Au Parlement européen, vous êtes à la Commission des affaires étrangères et à la sous-commission des droits de l'homme. Et enfin, Alain Guimol, bienvenue. Vous êtes journaliste à La Croix, vous êtes ancien correspondant en Ukraine. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'Ukraine, dont le dernier, Ukraine, le réveil d'une nation, aux éditions Les Petits Matins en 2015, et un livre de 2005 sur la révolution ukrainienne qui s'appelait « Même la neige était orange ». Alors, la question de l'Ukraine, je vais commencer par quelque chose que j'ai moi-même appris il y a peu, donc je vais faire semblant d'être très savant. Le mot Ukraine vient du slave confin. Voilà, donc c'est la terre des confins, bien que ce soit une interprétation relativement discutée, nous disait Alain Guilmoy tout à l'heure, y compris en Ukraine. Alors, Sabine Dulin, puisque le sujet de ces tribunes, c'est l'identité, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'il se joue là une guerre des identités ? On a besoin de vos lumières pour éclairer ce qui se passe là, c'est-à-dire les relations entre un empire et ce qu'on appelait la petite Russie autrefois, et qu'est-ce qui se joue là en termes d'identité ? Oui. Alors il faut mettre le micro très près de votre bouche, il marche. Hein. Il marche, d'accord, voilà. parfait. Mais parce que pour nos amis qui sont en ligne, ils ont besoin d'avoir... Merci beaucoup de cette invitation à participer à cet événement. Et oui, la guerre des identités. Alors effectivement, on a un peu cette impression quand on voit le conflit actuel, la guerre des Russes en Ukraine. On a constamment d'un côté, du côté russe, l'impression, voilà, un discours qui est presque celui de la Sainte Alliance. Vous savez, cette Sainte Alliance du début du XIXe siècle, qui était l'alliance des autocraties, des monarchies autoritaires contre les idées de la Révolution française. On a un peu cette vision-là, hein, les derniers discours de Poutine qui parlent voilà, d'être du côté de Dieu face au satanisme occidental. Il y a donc véritablement la mise en avant d'une sorte de conflit de civilisation. Et si on repart dans la longue durée historique, on peut se dire que l'Ukraine, parce qu'elle était en position effectivement de frontière entre l'Europe et la Russie, a souvent été le lieu frontière d'un conflit qui était un conflit idéologique, l'Ukraine un peu comme une frontière de valeurs, comme une frontière de valeurs à la fois religieuse et d'idées. Parce que d'un côté, on avait cet empire qui au départ était la Moscovie, hein, donc un empire qui s'est toujours forgé autour des valeurs de l'autocratie, de la puissance de l'État et aussi les valeurs de l'orthodoxie. On pourrait dire, si on reprend les termes de Marx, Marx évoquait la Russie comme un empire byzantino-mongol, hein, avec à la fois l'héritage de Byzance et de l'orthodoxie et l'héritage de ce joug qui était venu de l'Est, hein, le joug des Mongols, Gengis Khan, etc. Et finalement, ça faisait de la Russie un empire qu'on pouvait qualifier de despotisme oriental, hein, c'est-à-dire quelque chose de très asiatique en fait. Et de l'autre côté, l'Ukraine, dans son histoire, a eu des moments où elle était complètement du côté de l'Europe,
notamment si on pense à ce qu'on appelait la République des deux nations, c'est-à-dire cette république polono-lituanienne qui a existé donc avant la Révolution française, pendant plusieurs siècles. Eh bien, c'était l'ancrage de la partie occidentale de l'Ukraine. Et cette république polono-lituanienne, elle faisait face à l'Empire de Moscovie. Donc on avait vraiment un clash à la fois de réalité étatique, mais aussi de vision de valeurs. Et puis, évidemment, cette chose-là, elle se rejoue autrement au XXe siècle. Si on prend l'exemple de la Révolution russe et donc l'installation du bolchevisme, du communisme à Moscou, enfin à Leningrad et Moscou, et en face, on a l'Ukraine qui, pendant la guerre civile russe qui suit la Révolution, entre 1918 et 1921, cherche à être autre chose, la République populaire d'Ukraine, qui est la première Ukraine indépendante, mais elle n'a pas duré longtemps et elle a été tout de suite occupée par les Allemands, par les bolcheviks, etc. Ça n'empêche que c'est très intéressant de voir comment les Ukrainiens sont présents à la conférence de la paix au moment du traité de Versailles. Ils essayent d'obtenir le droit d'exister comme État indépendant et comment ils se présentent comme la barrière de la civilisation européenne contre le communisme. Donc vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça, c'est-à-dire l'Ukraine qui se présente comme une barrière face à la barbarie moscovite, face à la barbarie russe, donc comme une sorte de dernier rempart de la civilisation européenne et des valeurs de la liberté. Le dernier peut-être point que je voudrais évoquer, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est évidemment ok, on a cette barrière entre l'Europe et la Russie, mais l'Ukraine elle-même est traversée par ces conflits identitaires. Elle a été traversée par ces conflits identitaires, parce que quand je parle de l'Ukraine qui était dans la République de Pologne-Lituanie, on avait une autre partie de l'Ukraine, celle qui était sur la rive gauche du Dniepr, on en parle beaucoup du Dniepr aujourd'hui. Bien, la rive gauche du Dniepr, c'était déjà en Russie depuis le XVIIe siècle, et c'était la partie russe de l'Ukraine. Donc on avait d'un côté, par exemple, la religion orthodoxe, du côté de cette rive gauche du Dniepr, et en revanche, de l'autre côté, on avait le développement d'une religion qui montre à quel point elle était rattachée d'un certain côté à l'Occident, puisque c'est cette fameuse religion gréco-catholique qui est en fait une orthodoxie qui s'est rattachée au Vatican, à Rome. Donc vous vous rendez compte que même la division religieuse, elle passait au milieu de l'Ukraine. Et autre chose qui est très frappant dans l'histoire, c'est les Cosaques. Bon, on sait qu'en Ukraine, il y a une identité comme ça, cosaque, très forte. Et d'ailleurs, Gogol, et puis ensuite Répine, etc., évoquaient le cosaque comme l'essence même de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, un personnage qu'aujourd'hui, les Ukrainiens mettent en avant comme justement le symbole des valeurs de la liberté face à l'autocratie russe. Mais ces Cosaques, leurs allégeances sont changeantes parce qu'on est justement dans les confins. Donc parfois les Cosaques avec Khmelnytsky se mettent du côté des Russes et s'allient aux Russes, et c'est comme ça qu'une partie de l'Ukraine devient russe. Et puis dans certains cas, Mazepa par exemple, il va s'allier aux opposants de la Moscovie et de la Russie. Et il va être d'ailleurs qualifié par Pierre le Grand de Judas, le traître, celui qui est allé du côté des Polonais, du côté des Suédois, contre les Russes. Et ces Cosaques, en fait, soit ils se battaient à côté des Russes contre les Ottomans, contre les Polonais, ou parfois ils s'alliaient aux Polonais contre les Russes. Et là, c'est bien signifiant du fait que l'Ukraine elle-même est complètement était traversée par des lignes de division religieuse, militaire, de loyauté étatique. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que pour la première fois, eh bien, il y a une coïncidence entre les frontières étatiques actuelles de l'Ukraine, cette Ukraine telle qu'elle existe dans son territoire, elle date du XXe siècle, elle date même de la période soviétique, c'est l'Union soviétique qui a créé les frontières de la nation ukrainienne d'aujourd'hui. Eh bien, pour la première fois, ces frontières territoriales semblent
coïncider avec des frontières de valeurs, puisqu'aujourd'hui, tous les Ukrainiens, y compris les Ukrainiens à l'Est, se sentent opposés aux Russes et se sentent appartenir à des valeurs qui seraient celles de l'Europe. Donc là, on a l'impression que pour la première fois, il y a finalement un territoire unifié de l'Ukraine qui se heurte à la Russie. Et donc, on pourrait dire que de ce fait, hein, la frontière de l'Europe peut se retrouver dans la région de Kharkiv, dans la région de Kherson, ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein, où on considérait que l'Europe, elle était à la limite, peut-être dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui avait appartenu à l'Autriche-Hongrie, qui avait appartenu à la Pologne, mais sûrement pas dans les régions du Donetsk et de Lugansk ou de Kherson. Alors, je voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur dans cette idée d'identité ukrainienne. Vous l'avez définie là comme par l'histoire, par l'opposition, si on peut dire, avec l'Empire russe. Mais quand je ne sais pas, par exemple, Bernard, puis Alain, Bernard, vous étiez encore à Kiev en août. Vous connaissez bien les Ukrainiens. Si on ne devait vous poser la question de l'identité de l'Ukraine aujourd'hui, au-delà de ça, comment vous la définiriez? Comment vous définiriez ces éléments d'identité? Le mot qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est fierté. Quand on arrive à Kiev, ce qui m'est arrivé pour la dernière fois en août, il y a une fierté nationale que l'on sent, mais vraiment en remontant les rues de la ville. Les gens, nous sommes ceux qui résistent, nous sommes ceux qui allons gagner. Et dans cette fierté nationale, pleinement justifiée, quand on voit l'héroïsme et la force de la résistance ukrainienne, mais dans cette fierté nationale se fonde, s'ancre cette renaissance ou cette naissance. Je ne sais pas, peu importe en vérité. Cette affirmation nationale dont vous venez de parler. Mais je me souviens très bien que quand je vivais à Moscou, donc à la fin des années 80, 1980, l'idée que l'Ukraine puisse être indépendante n'effleurait pas les esprits. La Géorgie, c'était un autre pays, oui, qui appartenait à l'Union soviétique. Mais l'Ukraine, beaucoup moins. Je me souviens de discussions au moment où on commençait à voir l'éclatement de l'Union soviétique qui allait se produire, s'amorcer. La Géorgie, oui, évidemment. L'Arménie, certainement. Mais l'Ukraine, c'était la Bourgogne. Enfin, ce qu'est la Bourgogne à la France. Oui, ça a existé dans l'histoire. Oui, ça a été indépendant. Oui, ça a eu une identité. Mais enfin, quand même, depuis le temps, et n'oublions pas une chose qui est absolument fondamentale pour expliquer l'intensité des passions. Il y a peu de familles russes et peu de familles ukrainiennes dans lesquelles il n'y ait pas un cousin, une belle-sœur, un oncle, un grand-père, une grand-mère qui appartiennent ou qui est appartenu à l'autre nation. Enfin, écoutez, Gorbatchev, par exemple, sa mère était ukrainienne, son père était russe. Et il parlait dans les derniers mois de sa vie, puisqu'il vient de mourir, il parlait dans les derniers mois de sa vie de son déchirement absolu devant cette guerre. Parce que cette guerre opposait son père et sa mère. Ce qui est une chose... Je voudrais qu'on aille un peu encore plus loin dans cette histoire d'identité. Alain, il y a ce qui fonde l'identité ukrainienne. Essayons de rester là-dessus. Il y a la langue, il y a quoi d'autre? D'abord, il y a la langue. Oui, alors effectivement, la langue ukrainienne qui est en pleine, on peut dire, renaissance, enfin reconquête du pays. Enfin moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est bon, voilà, puisque le thème aujourd'hui c'est la guerre des identités, c'est ça, c'est cette renaissance de l'identité ukrainienne qu'on a pu voir le long des 30 dernières années.
C'est-à-dire, puisque Bernard Guetta a parlé de son expérience, je vais peut-être dire quelques mots de la mienne. Moi, j'ai été donc correspondant en Ukraine dans les années 90, peu après l'indépendance. Et c'est vrai que bon, je suis arrivé dans ce pays un peu par le hasard des trajectoires professionnelles. À l'époque, j'avais le sentiment d'être en Union soviétique, surtout. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de différences dans le quotidien de ce qu'on vivait. Quand on vivait à Kiev, c'était marqué par un certain chaos, une certaine l'hyperinflation. Le pays venait de devenir indépendant, mais un peu par accident, plutôt parce que l'URSS s'était décomposée, s'était défaite d'elle-même. Mais on n'avait pas le sentiment d'être dans un pays qui avait une identité très forte et très particulière par rapport au reste de l'URSS. Et puis, c'est au fil des 30 dernières années où on a vu renaître cette identité ukrainienne, s'affirmer. En fait, c'est qu'elle était là. C'est qu'elle avait été un peu effacée par le système soviétique, mais qu'en fait, elle existait et elle ne demandait qu'à revivre, qu'à renaître. Et alors donc, effectivement, elle s'affirme à travers la langue. L'ukrainien était surtout parlé à l'époque dans l'ouest de l'Ukraine, mais maintenant, de plus en plus, les Ukrainiens tiennent à parler ukrainien, tiennent à développer l'ukrainien, la littérature en ukrainien, l'édition. Et même bon, aujourd'hui, du fait de la guerre, on voit de plus en plus d'Ukrainiens qui refusent de parler russe, qui se détournent du russe, qui disent la Russie nous attaque au nom de l'idée qu'elle veut protéger les russophones. Alors donc, on va montrer que nous ne sommes pas des russophones. On parle russe parce qu'on l'a appris à l'époque soviétique, on le connaît, on le pratique. Mais s'il faut renoncer à la langue russe et se détourner de la langue russe pour assurer notre sécurité, bien sûr qu'on va se détourner du russe. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens, enfin, qui même c'est presque quelque chose de physique, quoi. Je les vois quand ils entendent du russe désormais, je les vois sursauter. Et enfin bon, voilà, il y a quelque chose. Le russe est associé à l'agression qu'ils vivent aujourd'hui. Et puis bon, peut-être. Je peux raconter quelque chose de plus, tiré aussi de mon expérience. C'est au fur et à mesure du temps que j'ai passé en Ukraine, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, l'identité, la nature des Ukrainiens est quand même très différente de celle des Russes. Alors c'est toujours un peu gênant de donner des généralités comme ça sur un peuple. Et voilà, mais enfin, moi, ce qui me frappe, c'est quand même que ce que j'ai ressenti au fil des différents reportages que j'ai pu faire dans ce pays, c'est que les Ukrainiens ont un rapport très différent à la famille, à la propriété. Et en particulier, ils sont très attachés à la propriété privée, à la terre. C'est un peuple qui a des origines agricoles, hein. C'est un grand pays agricole. Et tous les Ukrainiens ont aussi très souvent un petit jardin dans lequel ils vont le week-end cultiver. Et voilà, ils sont très attachés à la terre et à la propriété. Ils soignent beaucoup leur maison, leur jardin. Voilà, ils ont ce rapport et donc ils vivent très mal le fait évidemment d'être envahis. C'est quelque chose qui supporte mal. En 2014, la Russie a annexé la Crimée, une partie du territoire ukrainien, et ça a été pour eux une vexation énorme. On leur prenait quelque chose, alors qu'ils sont très attachés à ce qui leur appartient. Et c'est une des grandes fractures qui a causé aujourd'hui cette opposition entre les Russes et les Ukrainiens. Ils sont très attachés aussi à la famille. Et puis à la liberté, je crois qu'on entend beaucoup dans tous les reportages. Maintenant, il y a beaucoup de reportages qui sont faits en Ukraine et tous les Ukrainiens disent bon, pour nous, on est attaché à la démocratie, à la liberté. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très profond. Sabine a parlé tout à l'heure de l'identité cosaque, des origines cosaques de ce pays. Et effectivement, qui étaient les Cosaques? Les Cosaques étaient des paysans libres. Contrairement aux paysans russes qui étaient asservis, eux, c'était des paysans qui avaient refusé l'asservissement et qui étaient partis vivre dans la steppe en liberté, donc dans cette steppe ukrainienne qui à l'époque était assez dangereuse, donc il fallait assurer sa défense, et donc c'était des paysans libres et soldats qui quelquefois rejoignaient donc les armées cosaques pour mener des raids contre les Tatars, contre la Russie, quelquefois contre la Pologne. Mais donc c'était fondamentalement ça, je pense, si on essaye de remonter à l'identité originelle des Ukrainiens, on la trouve dans la cosaquerie, dans cette paysannerie libre du XVIe, XVIIe. Sabine, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste peut-être
discuter de ce que vous venez de dire, parce qu'il ne faut peut-être pas trop essentialiser l'identité ukrainienne, parce que quand on se promène en Ukraine, quand même, on est frappé par la diversité. Si on est à Oujhgorod, qui est une ville dans laquelle j'ai pas mal travaillé, parce que je travaillais sur les frontières, et donc j'allais faire des entretiens dans les villages frontaliers de Transcarpathie. La Transcarpathie, c'est juste à la frontière de la Slovaquie et de la Hongrie. Là, on est en pleine Autriche. Enfin, je veux dire, c'est un univers qui relève de l'Autriche-Hongrie. D'ailleurs, ils sont tous nostalgiques de leur appartenance à la Grande Hongrie à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de Hongrois dans cette région. Donc là, à l'époque, enfin, il y a quoi? Il y a 10 ans, par exemple, on n'aimait pas les Galitchanes. Les Galitchanes, c'était les gens de Galicie. Donc ceux qui étaient les nationalistes ukrainiens qui avaient combattu pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, contre les soviétiques et parfois en collaborant avec les Allemands. Donc on n'aimait pas les Galitchanes, mais on n'aimait pas non plus les Moskals. Les Moskals, c'était les gens de Moscou. En revanche, si on allait à Kharkiv, on était effectivement dans les restes de l'Union soviétique, très russophone, très urbanisé aussi, très industriel, alors que l'Ouest était encore très agricole et avec effectivement des petites propriétés. Puis si on va en Crimée, on est encore dans une totale autre histoire, hein. La Crimée, c'était la Nouvelle-Russie de l'époque de Catherine II. C'était un lieu de colonisation, mais il y avait quand même la population tatare, qui relevait donc d'une autre identité. Et puis, il y a eu une colonisation, et aujourd'hui, la Crimée, c'est encore une autre Ukraine. Donc, moi, ce qui me frappe, ce n'est pas tellement l'unicité de l'identité ukrainienne, si on prend la dimension ethnique, civilisationnelle, etc. C'est plus le fait qu'on est en train de voir la construction d'une nation civique, comme la France. La France, c'est Ernest Renan qui disait que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est la même chose, c'est-à-dire que là, qu'on soit finalement tatar de Crimée, qu'on soit nostalgique de la Hongrie en Transcarpathie, qu'on soit partisan de Bandera, donc des nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale en Galicie, qu'on soit un intellectuel très russophone de Kharkiv, aujourd'hui, on se sent ukrainien parce qu'on défend des valeurs qui sont à l'opposé de ce qui se présente du côté russe, c'est-à-dire ce côté impérialiste, conquérant, de la puissance de l'État contre la liberté. Donc c'est vraiment cette question de défendre finalement un monde libre, hein, contre un monde asservi. Et là, on est quand même dans cette idée d'une nation civique, plutôt que cette dimension ethnique qui avait été portée par les nationalistes ukrainiens pendant tout le XXe siècle, l'idée que l'Ukraine, c'était l'ethnie ukrainienne. Mais justement, ce nationalisme ukrainien, à l'époque, il divisait plus qu'il ne réunissait les Ukrainiens. Et c'est vraiment dans ce ralliement civique à des valeurs qui sont du coup portées par l'Ukraine qu'on a la construction d'une nation ukrainienne, il me semble, depuis ces dernières années. Bernard ? Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois qu'il faut vraiment remonter au début des années 2000 pour voir deux pays issus de l'Union soviétique, la Fédération de Russie d'une part, l'Ukraine de l'autre, prendre des chemins politiques diamétralement opposés. Alors que la Fédération de Russie repart au début des années 2000 vers la dictature. L'Ukraine s'éloigne de la dictature et commence à construire une démocratie. Dans les plus grandes difficultés, la corruption, le règne des clans, la fragilité des institutions, tout ce que vous voulez. Mais l'Ukraine commence réellement à construire une démocratie qui, d'année en année, dans les pires difficultés encore une fois, mais d'année en année, s'affirme, se consolide véritablement. Et pendant ce temps-là, en Russie, tout ce qui avait été permis dans l'espace, en guise d'espace de liberté, par les années Gorbatchev, puis l'anarchie des années Yeltsin, eh bien, s'efface sous les coups de butoir du régime de Poutine. Et finalement, Poutine constate, à sa plus grande rage, que l'Ukraine lui échappe parce qu'elle échappe à la Russie, parce qu'elle choisit un modèle démocratique et qu'elle le fait
fondamentalement en opposition, par horreur de ce qui est en train de se passer à Moscou. Et c'est une cassure politique qui devient une cassure nationale. Justement, j'avais une question pour Alain Guimol. Vous avez écrit un livre sur la Révolution orange. Qu'est-ce que cette révolution orange a fait justement pour la construction d'une certaine, alors d'une nation, mais d'une identité ukrainienne? Qu'est-ce qui s'est joué là qui est, je dirais, qui pourrait être typiquement... Je suis désolé, hein, on est sur des généralités. Hein. Vous êtes des experts, donc moi j'essaye de revenir toujours à des généralités. Mais qu'est-ce qui s'y est joué pendant la Révolution orange qui est typiquement ukrainien? Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que dit Bernard. Il y a eu une divergence, effectivement, entre l'Ukraine et la Russie. La première fois qu'elle s'est manifestée, c'était effectivement en 2004, au moment de la Révolution orange. Je crois que un des facteurs qui ont joué, enfin, il y en a beaucoup, mais d'abord, ça a été la redécouverte d'une certaine histoire de l'Ukraine, d'une certaine singularité de l'histoire ukrainienne, et en particulier là où les promoteurs de l'indépendance ukrainienne ont en quelque sorte convaincu une bonne partie de la population, c'est quand ils ont ramené sur le devant de la scène, on peut dire, un certain nombre d'épisodes historiques, et en particulier ce qu'on appelle le Golodomor, c'est la famine qui tue, la mort par la faim. C'est-à-dire l'Ukraine a connu dans les années 30 une famine qui a été voulu organiser au moment où le régime soviétique a voulu collectiviser les terres ukrainiennes. Je parlais tout à l'heure de l'attachement des Ukrainiens à la propriété privée, à la terre. À ce moment-là, on les a arrachés à leurs terres, à leurs propriétés, pour les amener dans des fermes collectives. Et beaucoup de villageois résistaient à ça, à ce mouvement. Et donc le régime stalinien a organisé à l'époque des confiscations de grains, des confiscations de blé, jusqu'à faire mourir un certain nombre de villages entiers. Alors, enfin, il y a des drames absolument épouvantables à l'époque. Hein. Les gens se retrouvaient affamés. Dans ce pays qui est un grand pays agricole, mourir par la faim devenait quelque chose... Enfin, en soi, c'est aberrant. Et bien, pourtant, c'est ce qui s'est passé. On parle de plusieurs millions d'Ukrainiens morts. Hein. Les chiffres minimums évoquent le chiffre de 4 millions de morts à l'époque. Et donc ça, c'est un grand traumatisme dans l'histoire de l'Ukraine qui permet aux Ukrainiens aujourd'hui de se dire, bon voilà, nous on a été victimes dans l'histoire de l'envie russe de nous soumettre. Et on en a souffert et on en est mort. Et donc ça, c'est un ferment de cette identité, de cette reconstitution de l'identité ukrainienne. Voilà. Je pourrais en parler d'autres aspects. Oui, mais c'est un point, vous avez raison de le dire. Alors, j'ai une question mal pensante, mais qui me vient à l'esprit. Sabine Dulin, il y a l'Ukraine aussi, c'est la Shoah par balle. C'est un certain nombre de moments où voilà, il y a eu sept parties où il y a eu beaucoup de morts en Ukraine, mais il y a eu aussi la manière dont les Ukrainiens ont traité les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui nous reste à l'esprit. Est-ce que comment ça se... Si vous pouviez nous résumer cette histoire-là, parce que il me semble que c'est important aussi, et la manière dont ça reste ou ça ne reste pas dans la mémoire collective. Je dirais que là, il y a vraiment justement les deux moments cruciaux du XXe siècle qui sont utilisés aussi dans la propagande à la fois russe et ukrainienne d'aujourd'hui. Donc, effectivement, du côté ukrainien, le moment vraiment fondateur de finalement la conscience ukrainienne et de la volonté de se décoloniser de la Russie, c'est bien effectivement le Holodomor évoqué par Alain. C'est vraiment le moment fondateur en fait de cette vision d'une Russie qui vous extorque votre blé et qui vous colonise. Donc on est quand même dans une guerre de décolonisation en Ukraine aujourd'hui. Et donc ça, le Holodomor est fondamental. La question des Juifs et de la Seconde Guerre mondiale est instrumentalisée, alors là de manière totalement mensongère aussi, parce que dans la propagande poutinienne. Effectivement, tout le discours de la guerre d'agression poutinienne, c'est de dire
que les Ukrainiens sont des nazis et qu'il faut donc dénazifier l'Ukraine. C'est le fondement de toute la propagande russe. Si elle a des possibilités de marcher dans la conscience du peuple russe, c'est parce que ça renvoie à un moment absolument traumatique pour à la fois les Russes et les Ukrainiens, celui de la Seconde Guerre mondiale et de l'immense versement de sang qu'a donné lieu cette grande guerre patriotique. Donc, du côté des Russes, on met évidemment toujours actuellement dans la propagande l'accent sur le fait que les nationalistes ukrainiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été des collaborateurs de la Shoah par balle, puisque je rappelle qu'à Kiev, par exemple, il y a eu le grand massacre de Babi Yar au tout début de l'invasion de l'armée allemande, donc à partir de juin 1941. Babi Yar, c'est l'automne 1941, c'est 33 000 juifs assassinés sous les yeux des Ukrainiens et parfois avec l'aide de policiers ukrainiens. Donc bien sûr qu'il y a une histoire particulière justement de ce nationalisme ukrainien très ethnique et donc très raciste à l'égard d'autres populations, comme notamment la population juive. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, parce que quand Poutine met en avant cet épisode historique, il oublie l'autre épisode essentiel, qui est que la plupart des Ukrainiens se sont battus dans l'armée rouge pour la libération de l'Ukraine du nazisme. Donc l'Ukraine, à l'époque, était un pays où il y avait plusieurs réalités. C'est ça qui rend très complexe la compréhension de l'Ukraine. Je sais bien, mais il fallait en parler. Je voudrais que, puisqu'on avance un peu dans le temps, qu'est-ce qui fait aujourd'hui en Ukraine qu'il y a une identité européenne, on a parlé d'Occident, etc. En quoi sont-ils européens, les Ukrainiens? Alain et Bernard ensuite, mais Alain par exemple. Oui, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'on a tous en tête ces images donc, de la révolution, déjà la révolution de 2004 et puis surtout celle de 2013-2014 où on a vu les Ukrainiens s'envelopper dans des drapeaux européens, brandir ce drapeau européen en même temps qu'ils brandissaient le drapeau ukrainien. Donc il y a cette double revendication, enfin de l'indépendance, de la liberté et puis aussi de l'appartenance à l'Europe. Et en fait, il faut se rendre compte de deux choses. Bon, j'ai parlé de l'Ukraine des années 1990, celle que j'ai connue quand je suis parti là-bas comme correspondant. Et puis, ça fait 30 ans maintenant. Et donc, au fil de ces 30 ans, il y a toute une génération qui a grandi après l'Union soviétique. Et donc dans une autre Ukraine, dans un autre monde, donc avec les mêmes références que les jeunes Français, en écoutant les mêmes musiques, en allant voir les mêmes films. Cette génération-là a grandi dans un esprit de liberté et dans un esprit, on peut dire, assez européen, de façon assez naturelle. Il n'y avait plus l'emprise de l'idéologie soviétique, du système soviétique, pour essayer de leur inculquer une autre réalité. Mais il y a surtout autre chose, c'est que au fil des dernières années, des dernières décennies, l'Ukraine a vu l'Europe, l'Union européenne alors, se rapprocher de ses frontières. C'est-à-dire il y a eu l'élargissement. Et c'est ça qui a tout changé en fait. C'est-à-dire les Ukrainiens ont vu la Pologne qui appartenait au même bloc de l'Est qu'à l'époque soviétique. Et puis, ils ont vu la Pologne rentrer dans l'Union européenne et la Pologne connaître un formidable succès économique, une réussite. Ce pays s'est transformé, a décollé, bon, au prix d'un certain nombre de difficultés. Mais enfin, quand même, le pays a connu une croissance formidable et s'est transformé. Et les Ukrainiens se disent, mais nous aussi, c'est notre chemin, c'est naturel pour nous. On devrait vivre la même chose. Et puis, après la révolution de 2013-2014, en plus, ils ont obtenu la possibilité de voyager sans demander des visas. Ils peuvent aller pendant 3 mois dans les pays de l'Union européenne, dans l'espace Schengen, juste avec un passeport ukrainien et sans avoir besoin de demander un visa préalable. Et donc, ils ont aussi commencé à beaucoup voyager dans l'Union européenne. Et ça a fait beaucoup, je crois, pour que les Ukrainiens se sentent européens et se redécouvrent européens.
Bernard, comment je rappelle que Alain, vous étiez en Ukraine la dernière fois, c'était au printemps, c'est ça? En avril dernier, oui, En au avril moment dernier, voilà. du retrait des troupes russes. Et Bernard, en août, comment vous étiez encore en Ukraine? Il y a un sentiment européen. Comment vous le mesurez, ça? Et ensuite, on va parler plus des relations avec l'Europe. Je vais abonder dans le sens de Pierre en employant deux mots. C'est un phénomène d'attraction-répulsion. C'est-à-dire que la Russie, à cause de cette évolution politique vers le retour à la dictature amorcée avec Poutine au début des années 2000, est devenue véritablement ce dont on ne voulait pas en Ukraine. Et avec l'élargissement dont vient de parler Pierre, l'élargissement de l'Union européenne, dont vient de parler Alain, avec l'élargissement de l'Union européenne et donc le fait que la frontière de l'Union européenne était là, à la frontière de l'Ukraine, à la frontière occidentale de l'Ukraine, eh bien, on a vu le modèle auquel on aspirait. C'est très simple. Alors, le modèle auquel on aspirait pour les libertés, évidemment, pour la démocratie, certainement, pour la lutte contre la corruption et la puissance de l'argent, mais aussi, évidemment, tout autant, l'attraction du développement. C'est-à-dire que les pays environnants et qui étaient devenus des États membres de l'Union européenne ont connu un développement, un enrichissement si spectaculaire pendant que la Russie stagnait, que les Ukrainiens se sont dit mais enfin, le choix, il est tout fait. Il est tout fait. D'un côté, liberté et prospérité, de l'autre, dictature et stagnation. Et ça s'ajoutait évidemment au fait, Sabine en a longuement parlé tout à l'heure et très très bien, d'une manière tout à fait éclairante, au fait que dans l'histoire, il y a toujours eu une Ukraine européenne qui était polonaise, lituanienne, austro-hongroise. Alors, juste quand même pour arriver à un exercice que les historiens n'aiment pas du tout, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, je suis désolé, je vais donc vous poser cette question. C'est une guerre d'identité. Vous avez bien donné les éléments, en tout cas les éléments culturels, les éléments de fond de cet affrontement. Il y a beaucoup de gens dans la salle, je suis sûr, qui se disent qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors je vais passer la parole à l'historienne qui va me dire que les historiens ne sont pas là pour parler de l'avenir, mais quand même, les tendances. Alors déjà, je voudrais juste dire un mot sur l'identité européenne de toute façon, c'est lié, en effet. C'est, moi, la première fois que je suis en Ukraine, ce qui m'a frappé, c'est leur café. Ils font un café excellent, presque italien. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Et il y a des petits endroits pour boire le café partout dans les villes, les cavas. Donc, mais pour reprendre donc évidemment la question difficile de la prospective, et où parfois on se trompe pas mal. Par exemple, je me souviens qu'une semaine avant les bombardements de Kiev, j'expliquais à France Info que c'était impossible qu'on se mette à bombarder Kiev, tellement c'était une ville dont tous les liens la reliaient familialement, etc., à la Russie. Donc je ne croyais pas une semaine avant à la possibilité de bombarder Kiev pour les Russes. Donc vous voyez, on peut se tromper quand même assez souvent. Mais en même temps, la profondeur historique parfois aide à saisir les fils directeurs. Et d'ailleurs, si vous lisez mon petit bouquin « L'ironie du destin », la conclusion qui a été écrite avant le début de la guerre rend possible cette guerre, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on sait bien à quel point il y a la volonté pour la Russie de repousser l'Occident, qui est redevenu une sorte de mal absolu, comme du temps de l'Union soviétique. Il y a une volonté de repousser l'Occident, et bien évidemment que cette
que cet État ukrainien qui se dresse contre les valeurs de la Russie est un véritable camouflet finalement pour Moscou, pour Poutine, qui, on le voit, en est à bombarder les installations électriques pour faire que les Ukrainiens acceptent de négocier quelque chose, alors même que les Ukrainiens sont prêts courageusement à affronter un hiver de froid et d'obscurité pour expulser les Russes de leur territoire. Donc il y a là incontestablement une guerre qui ne va pas s'arrêter demain. L'autre prospective qui semble quand même se dessiner, c'est un isolement de plus en plus grand du pouvoir de Poutine, notamment dans son étranger proche. On en discutait juste avant sur le fait que l'étranger proche de la Russie est en train de se désolidariser. L'Arménie, le Kazakhstan, etc. se désolidarisent de cette guerre de Poutine. Et le risque pour Poutine, maintenant, c'est peut-être l'effondrement de ce qui reste de l'Empire russe, puisque la Fédération de Russie, c'est pas uniquement des Slaves. Il y a le nord du Caucase, musulman. On sait bien que Kadyrov, le leader tchétchène, est musulman et c'est un pro-Poutine, pour le moment. On a des nationalités diverses et dans le cadre de ce qui est pour le moment une sorte d'isolement et de défaite, même si elle fait beaucoup de dégâts en Ukraine, eh bien, dans ce contexte-là, il pourrait y avoir des sortes de mouvements de décolonisation à l'intérieur même de ce qui reste de l'Empire russe, la Fédération de Russie. Bernard Guetta, on a parlé de la manière dont les Ukrainiens, enfin vous avez parlé de la manière dont les Ukrainiens se sentent européens. Donc ça oblige l'Europe. Donc quel type de solidarité européenne va être mise en place pour aller plus loin? En quoi l'Europe peut être encore plus solidaire? Vous qui êtes au cœur du réacteur, je rappelle. L'ampleur de l'aide militaire et financière des États-Unis à l'Ukraine fait aujourd'hui oublier que dans les premiers jours et les premières semaines de l'entrée de la Russie, de l'armée russe en Ukraine, ce sont les pays européens, les 27 États membres de l'Union européenne, qui ont aidé d'une manière spectaculaire l'Ukraine. C'est-à-dire que dans les heures qui suivent, mais vraiment dans les heures qui suivent l'entrée en guerre de la Russie, il y a une concertation instantanée entre les grandes capitales de l'Union européenne qui décident dans un mouvement coordonné, incroyablement rapide. On parle toujours des lenteurs de l'Union européenne. Dieu sait qu'elles existent. Mais là, ça a été spectaculaire. En quelques heures et quelques jours, c'était fait. Les pays de l'Union européenne décident d'envoyer des armes à l'Ukraine. Et ce sont les armes européennes qui ont empêché M. Poutine d'entrer à Kiev en 3 jours, comme il l'avait espéré. Ce sont donc les Européens qui ont cassé l'offensive russe. Ensuite, les Américains arrivent. Spectaculairement, profondément, tout ce qu'on peut, etc. N'oublions jamais que c'est la solidarité européenne qui a cassé l'offensive russe. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Union européenne, le Parlement n'a pas été pour rien dans cette affaire, et je n'ai pas été pour rien dans cette affaire au sein du Parlement européen, a décidé d'accorder à l'Ukraine en guerre, à l'Ukraine martyrisée, le statut très convoité et d'ordinaire très difficile à obtenir de pays candidats à l'Union européenne. Dès lors que l'on faisait ça, nous le savions, évidemment, la question des pays des Balkans qui étaient dans l'antichambre, qui sont dans l'antichambre depuis quelques 20 ans, allait se poser et s'accélérer. La question de la Géorgie, de la Moldavie, etc. Bref, nous avons ouvert la porte
à un élargissement. Alors quand, je ne sais pas encore, personne ne le sait encore, mais nous avons ouvert la porte à l'élargissement de l'Union des 27 à une dizaine, peut-être une douzaine de nouveaux pays. Ça signifie qu'il va falloir réinventer l'Union européenne, son fonctionnement, ses institutions. Nous en sommes tous conscients. Le problème va être extraordinairement compliqué, mais on voit s'esquisser ce que va être, ou ce que pourrait être, devrait être l'Union européenne à 35, disons, ou un peu plus, on verra. Ce sera une fusée à 3 étages. Il y aura l'Union continentale, tout ça, ça s'appellera l'Union européenne. Il faut que tout s'appelle l'Union européenne. Mais le premier étage, c'est un marché commun, avec quelques objectifs communs. Et évidemment, l'adhésion à des valeurs, celles de l'État de droit et celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le deuxième étage, c'est l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Et le premier étage, ce sera une union politique profonde entre les pays qui voudront aller vers une union politique beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que M. Poutine, non seulement aura véritablement créé, enraciné l'identité ukrainienne, aura très vraisemblablement contribué au démantèlement de la Fédération de Russie, en tout cas à la perte de ses alliés en Asie centrale, en tout cas, ça certainement, mais il aura aussi contribué à un élargissement spectaculaire de l'Union européenne et à l'affirmation d'une union politique au sein d'une Union européenne élargie. De son point de vue, bravo M. Poutine. Non seulement cet homme est un sanguinaire, abominable, mais en plus, pardonnez-moi d'appeler un chat, c'est vraiment le dernier des crétins. Je vous laisse la responsabilité. Alors, on a des questions, chère Camille. Oui, on a des questions, notamment parfois de compréhension encore un peu plus mécanique, on va dire, des choses. Mais quand même une première question qui va dans la suite de ce que vous abordiez sur la question du matériel envoyé à l'Ukraine et qui a permis jusque-là de défendre la frontière. La question est la suivante, peut-être, l'Europe ne peut-être pas faire plus encore, voilà, en termes d'envoi de chars, d'avions de combat, de transport, pour aider l'Ukraine notamment à retrouver ses frontières d'avant l'annexion de la Crimée, d'avant 2014. Voilà ce qui est... Je ne sais pas. Je crois que c'est, oui, je crois que c'est dans la suite, oui, quand même. Écoutez, on peut toujours faire plus, et il faudrait faire plus. Évidemment, j'en suis partisan. Je le plaide, enfin, je ne suis pas le seul, mais enfin, nous sommes beaucoup à le plaider au Parlement européen. Mais ce qui est fait par l'Union européenne est déjà énorme, à tel point. On a une idée du montant que ça représente ? Je ne vais pas m'aventurer dans les chiffres, d'abord parce que je ne suis pas bon dans les chiffres, et deuxièmement parce que c'est très compliqué à calculer, extrêmement compliqué. Mais l'effort européen est tel que les arsenaux des pays membres de l'Union européenne sont aujourd'hui dégarnis. En effet. Et l'état-major français, non pas du tout par hostilité ou manque de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, l'état-major français ne cesse de dire à la présidence de la République, écoutez, arrêtez, on ne peut plus parce que nous n'aurions plus les moyens de défendre le territoire français si nous étions agressés. C'est une bonne nouvelle de toute façon pour l'industrie de la défense. On l'a vu avec le président de la République qui a relancé ça hier. Dans tous les pays. Voilà. Alors, 100 milliards en Allemagne. Pardon, il y a des questions qui s'ajoutent, c'est pour ça que je voudrais... Oui, il nous reste 10 minutes. Allez-y. Voilà. Et alors, une question très précise cette fois. Qu'en est-il des pro-russes dans l'est du Donbass ? N'y a-t-il pas le risque d'une forme de guerre civile ? Peut-être que... Alors, Sabine, peut-être ? Je pense que c'est justement en train de se réduire. C'est-à-dire qu'il y avait réellement, en 2014 encore, des populations qui étaient favorables au rattachement des régions du Donbass, de Donetsk et de Lugansk à la Fédération de Russie. Mais justement, et c'est là où Poutine a réussi, justement, a fait l'inverse de ce qu'il avait prévu, c'est que les populations russophones du Donbass sont de moins en moins pro-russes et de plus en plus ukrainiennes. Et ce qu'évoquait tout à l'heure
Alain, sur les questions de la langue. Il y a de plus en plus... Je veux dire, à Kharkiv, il y a 10 ans, c'était une ville totalement russophone. Personne ne parlait ukrainien. Même si tout le monde le comprenait, voire le parlait en partie. Aujourd'hui, les gens parlent ukrainien et de moins en moins russe. Alors il reste quelques populations, la vieille génération qui a vécu à l'époque soviétique et qui continue à être branchée à la télévision russe. Donc on a encore ces vieilles personnes qui sont d'ailleurs montées en épingle sur la télé russe. On les voit à la télévision russe qui continuent à dire qu'elles attendent la Russie, etc. Mais ce sont des ultra-minorités maintenant. La plupart des Ukrainiens de l'Est du pays sont dorénavant pour un État ukrainien qui soit le plus loin possible de la Russie. Donc je pense que là, évidemment, l'invasion du territoire, les bombardements des villes, ça ne plaide pas en faveur de la russophilie. Merci. Alors, une autre question là aussi assez technique, sur la position de la Turquie, voilà, membre de l'OTAN, qui voudrait être membre de l'Europe aussi, mais quelle est la position de la Turquie dans ce conflit? Alors, je crois que c'est à nouveau Bernard Guetta pour l'instant. La Turquie, du moins celle de M. Erdogan, partage le rêve de M. Poutine. C'est-à-dire que M. Erdogan voudrait reconstituer l'Empire ottoman, comme M. Poutine voudrait reconstituer non pas du tout l'Union soviétique, qu'il déteste, voudrait reconstituer l'Empire russe. Et pour, donner corps à son rêve de reconstitution de l'Empire, M. Erdogan essaye de jouer sur tous les tableaux en même temps. Alors, il a un pied dans l'OTAN et il tient à rester dans l'OTAN. Mais il tient à avoir d'excellentes relations avec la Russie pour pouvoir contrebalancer l'influence des Européens et des Américains sur son territoire. Il tient à avoir d'excellentes relations avec la Russie, mais il tient à la persistance de ces bonnes relations avec l'Ukraine, dans la mesure où, quand même, l'Ukraine, c'est au-dessus de la Turquie. On partage des mers. Et la Turquie a toujours eu une influence très grande en Crimée, naturellement. Et donc, il veut avoir tous les fers au feu, d'autant qu'il a des élections en juillet prochain, que c'est mal parti pour lui, parce qu'il y a quand même pratiquement 100% d'inflation aujourd'hui en Turquie, que l'économie dégringole, et que donc il voudrait être un grand personnage de la scène internationale, notamment à la faveur de ce conflit. 5 minutes, encore 3 questions. Juste Oh là pour situer. Alors, une question, on a bien compris que le bon café faisait partie certainement de l'identité européenne, donc ça c'est un des critères empiriques qu'on retiendra. Mais au-delà de ça, il y avait une question autour de y a-t-il autant de périmètres d'Europe que de critères de définition? Peut-être ça peut être intéressant d'avoir une lecture un peu plus pluridisciplinaire que... Ah oui, ça revient sur les critères de la langue, bien sûr, des langues. L'identité européenne. D'ailleurs, voilà. cette langue ukrainienne, c'est une langue qui est de quelle racine? C'est une langue slave. D'accord, ok. Alors, est-ce... Il faut parler dans le micro, monsieur. Très proche du polonais, dit-on. D'accord. Est-ce que j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette question parce que voilà, y a-t-il autant de périmètres d'Europe que de critères de définition? On a le critère politique, évidemment, le critère économique, peut-être un critère linguistique. Culturel, oui. Oui, culturellement. Géographique, voilà. Enfin, effectivement, l'Europe, tout dépend. Si on parle de l'Union européenne, effectivement, il y a cette affirmation d'un certain nombre de valeurs politiques importantes, la question de la liberté, de l'état de droit. Après, en termes de civilisation européenne, bien évidemment, l'Ukraine est à la frontière, comme on l'a dit. Donc, on peut pas. Si vous allez à Kiev, vous verrez quand même énormément d'églises qui sont qui sont des églises orthodoxes, qui relèvent d'un monde qui est le monde
de la Rousse de Kiev, donc d'un monde orthodoxe qui n'était pas l'Europe. Hein. Donc on est dans un pays qui, historiquement, bien sûr, relève de différents héritages. Et là, l'appartenance européenne, elle est avant tout une appartenance, effectivement, à un ensemble politique qui se construit sur des valeurs. Il me semble que c'est ça l'essentiel. Alors, oui, sur le plan civilisationnel, comme on l'a dit tout à l'heure, les familles sont mixtes. Il y a énormément de familles russo-ukrainiennes, beaucoup plus que de familles ukraino-polonaises. Il y a beaucoup plus de familles russo-ukrainiennes que russo-polonaises, que ukrainio-polonaises. Donc l'Ukraine est entre deux sur le plan de la civilisation. Okay. Alain ? Oui, Alain. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Si vous voyagez en Ukraine, alors vous verrez que il y a une Ukraine de l'Ouest et une Ukraine de l'Est qui est partagée par le fleuve Dniepr. Et c'est vrai qu'à l'ouest, on a beaucoup des villes vraiment à l'occidental, avec la place centrale, la mairie, l'église en face, et des petites rues vraiment typiques de l'Europe centrale. Et puis, si on va vers l'est, on se retrouve dans des villes qui ont été beaucoup plus construites à l'époque soviétique, développées, et donc des grandes villes industrielles avec des grandes avenues très larges, pas vraiment de centre-ville, où on ne sait pas vraiment à quel endroit on est au centre-ville, c'est une Ukraine des steppes. Et donc, c'est vrai que dans l'espace, on lit en Ukraine, une sorte de frontière de l'Europe qui, en quelque sorte, coupe l'Ukraine en deux. Et puis derrière, quand on continue vers la Russie, on trouve des villes comme ça, très, très soviétiques, on peut dire. Mais en même temps, ça n'empêche pas que, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, il y a la constitution d'une Ukraine politique aujourd'hui qui, elle, s'affirme comme étant très européenne. Et encore deux questions. Alors, dans la foulée de ça, visiblement, on a donc accordé à l'Ukraine le statut de candidat officiel à l'Europe. Tout à l'heure, vous disiez que l'identité ukrainienne était très attachée à des valeurs de liberté, de choix de la démocratie, etc. Et du coup, la question, c'est mais qu'est-ce qui bloque encore ? Voilà, ça c'est la question qui est posée. Long processus. Et puis voilà, c'est un long. Et du coup, la deuxième question que moi j'aimerais poser, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler la mécanique globale finalement d'entrée dans l'Union, peut-être pour notre. C'est un peu long ça, mais. Les grandes lignes quand même, les grandes étapes. Ça peut se dire en une phrase. Un pays candidat pour devenir un État membre doit avoir franchi toutes les étapes qu'ont déjà franchi les pays qui sont déjà membres. Ça s'appelle l'acquis communautaire, l'acquis qui a été créé par la communauté de ces nations européennes. C'est évidemment très long, parce que ce sont des évolutions politiques, ce sont des évolutions économiques, ce sont des évolutions industrielles, environnementales, agricoles, etc., etc. Bon, généralement, c'est 15-20 ans. C'est généralement 15-20 ans. Là, il va falloir accélérer. Et c'est pour ça qu'on va s'orienter forcément vers des stades d'adhésion différenciés au sein de l'Union européenne. Je parlais tout à l'heure d'une fusée à 3 étages, mais il y a bien d'autres idées sur la table. Mais elles tournent toutes autour de cette même idée de différenciation des degrés d'adhésion. Eh bien, merci. Hein. Alors, il y avait une dernière question. Allez, encore. Parce qu'elle est compréhension. Oui, on a 1 minute, vas-y. Oui, une compréhension globale. La grande mécanique des liens, est-ce que vous pourriez nous redire la grande mécanique des liens entre ce qui se passe là-bas et puis tout ce que ça bouge chez nous aujourd'hui, d'un point de vue économique, d'un point de vue... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous redire cette grande mécanique là aussi? On peut y répondre d'une phrase. La guerre est revenue au cœur de notre continent. La guerre est revenue au cœur de notre continent, avec toutes les conséquences économiques, politiques, militaires, psychologiques, culturelles, etc., etc. Très bien, merci beaucoup merci Bernard. À vous tous. Et merci à vous trois.
Un petit mot pour vous dire que vous allez être disponible pour dédicacer vos livres, tous les trois peut-être, en tout cas Alain Guillemot pour l'Ukraine, le réveil d'une nation, et Sabine Duligny pour l'ironie du destin. Donc vous êtes là avec nous et vous pouvez vous procurer les livres et les faire dédicacer juste en sortant à droite. On se laisse 2 minutes de battement pour que les uns et les autres puissent se lever et d'autres arriver, et on reprend ensemble. Merci encore.